Nadia Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous nous annoncez un PLFSS plus juste. Or, vous nous annoncez en même temps que pour les arrêts maladie prescrits en téléconsultation, les patients dont l'arrêt maladie n'est pas prescrit par un médecin traitant ou un médecin qui aurait été consulté dans les 12 derniers mois, ils ne seront pas remboursés. Alors moi, je suis élue dans un territoire où beaucoup de patients ne trouvent pas de médecin traitant. Et je pense que cette mesure pourrait être vécue comme une très grosse injustice et être très mal perçue. Le ministre Braun, à qui j'ai posé la même question, disait que finalement, les patients qui ont un arrêt maladie et qui n'ont pas de médecin traitant représentent une part finalement relativement modeste. Alors si c'est modeste, donc si c'est pas trop cher, je pense qu'il faudrait quand même lâcher là-dessus, au moins pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Deuxième sujet qui n'a rien à voir. Je ne vais pas vous apprendre qu'on a un enjeu très fort sur la formation des médecins et le numerus clausus a été supprimé. Cependant, il nous faut des profs de médecine. J'ai eu la chance d'assister récemment à un colloque à l'Académie de médecine où il était fait un constat consternant sur le nombre d'enseignants-chercheurs qui démissionnent de leur chaire. Non seulement nous manquons de professeurs de médecine, mais en plus, il y en a qui ne restent pas. Et le motif en est clair, il manque de moyens pour mener leurs travaux. Alors, au cours des débats, ils ont fait état du fait que c'était pas très clair finalement de connaître les moyens qui étaient affectés à la recherche en médecine, parce que les budgets sont dilués sur différents postes budgétaires et on s'y retrouve pas très bien. Et eux, ils disent qu'ils ont beaucoup de mal à accéder à ces budgets. Donc il y a un enjeu très fort sur les enseignants en médecine et je vous demande vraiment d'être attentif à ce sujet. C'est qu'on a prévu pour l'inflation. Madame Sollogoub, sur la question des téléconsultations, je veux vraiment rappeler qu'il s'agit de réguler, on parle d'1% des arrêts maladie. 1% des arrêts maladie. Alors vous dites justement c'est peu, donc est-ce qu'il faut le réguler? Ça double chaque année. Ça double chaque année. Alors ça reste peu, mais en dynamique, on voit qu'il y a une croissance très forte. La question qu'on doit se poser, c'est à qui est due cette croissance? Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce n'est pas des habitants de territoires ruraux qui seraient privés d'un accès à un médecin généraliste ou à un médecin traitant. À 80 ou 90%, c'est des habitants en zone urbaine. Et un autre fait qui est intéressant, c'est que pour ces arrêts maladie prescrits en téléconsultation qui ne viennent pas du médecin traitant, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'une minorité de ces arrêts maladie donne lieu à une prescription de médicaments ou de soins, par rapport à des arrêts maladie classiques qui, eux, en grande majorité, donnent lieu à des prescriptions de médicaments ou de soins. Et donc, objectivement, ce qu'on chasse, c'est tout simplement des personnes qui font une forme de nomadisme numérique jusqu'à trouver un professionnel de santé qui acceptera en visioconférence de lui délivrer un arrêt maladie. Il y a des articles qui ont été produits après que j'ai fait cette annonce. Je vous renvoie notamment un article du Parisien, une journaliste qui a titré son papier « Comment je me suis fait prescrire un arrêt maladie en 2 minutes sur Internet ». Voilà. C'est évidemment pas un phénomène majeur en termes de volume, mais enfin en termes de dynamique, ça double chaque année depuis 2 ans. Donc moi, je préfère qu'on régule un certain nombre de choses en amont, quand c'est encore marginal, plutôt qu'on se pose la question des années après en disant vous avez laissé ce phénomène s'amplifier et vous n'avez rien fait. Voilà. Maintenant, ce qu'on a prévu de faire par ailleurs, c'est des mesures d'accompagnement, de meilleure information, de mobilisation des plateformes, évidemment, pour pas que ça coupe l'accès à des arrêts maladie pour des personnes qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, dans les bénéficiaires, on constate que ce n'est pas des personnes qui sont dans des déserts médicaux et qui n'arrivent pas à trouver un médecin, c'est plutôt des gens qui se disent que leur médecin traitant n'acceptera pas de leur faire un arrêt maladie aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. Voilà, je dis des choses cash. Sur la question des professeurs de médecine, là, il faut vraiment regarder le budget des universités et des organismes de recherche, notamment de l'INSERM, qui augmente. Il y a une loi de programmation pluriannuelle sur la recherche qui est extrêmement ambitieuse, 25 milliards d'euros sur 10 ans en plus. Évidemment, il faut continuer à aller plus loin. J'y travaille avec ma collègue Sylvie Retailleau. J'en profite pour préciser, ce n'est pas l'objet immédiat de nos discussions sur le PLFSS, mais qu'on travaille à des ouvertures de crédit en PLFR de fin de gestion pour nos universités, notamment pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie et à la question de l'inflation. Même si on sait que, et je le dis aussi pour les hôpitaux par rapport à ce que disait monsieur Jomier, le cœur de la mobilisation, ça doit être de faire baisser le prix sur le marché de l'énergie au niveau européen. Parce que la réalité, c'est que si on a un prix qui continue à exploser et qu'on a des prévisions totalement délirantes qui se réalisent, on peut se raconter tout ce qu'on veut. L'État ou la sécurité sociale ne pourra pas compenser l'augmentation des coûts pour l'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des entreprises ou l'ensemble des collectivités locales. C'est pas vrai de le dire. Donc le cœur de la mobilisation, ça doit être de faire baisser les prix. Et les mesures qui ont été trouvées au Conseil européen en fin de semaine dernière, elles nous donnent quand même de l'espoir. C'est un bouclier anti-spéculation,
c'est une décorrélation, en tout cas un plafonnement du prix du gaz pour produire l'électricité. Ça a eu un impact immédiat sur les prix du gaz sur les marchés après les annonces du Conseil européen. Et l'objectif, c'est que ça ait un impact sur les prix de l'électricité. Il y a des précisions techniques qui doivent intervenir. Mais évidemment, on va continuer à agir sur le sujet.